tous, merci au nom de l'association Effervescence Sorbonne, merci d'être aussi nombreux ce soir pour ce premier événement de l'année. Donc simplement, et remercier bien sûr nos 4 intervenants qui ont eu l'amabilité de venir ce soir. Simplement pour vous dire que on a énormément d'événements dans l'année qui vont avoir lieu. Donc ça c'est le premier d'entre eux. On a 2 autres événements. On a le salon on sera présent au salon du livre, donc avec un livre qui est fait par la promotion actuelle du Master 2 édition. Donc on espère que vous viendrez nombreux pour venir le consulter. On a également les portes ouvertes du Master qui ont lieu le 6 avril prochain. Donc avec une présentation le matin, avec le corps professoral qui sera là, des étudiants pour expliquer aux M1 ou à différents étudiants qui souhaiteraient éventuellement participer à l'aventure du Master 2 LMA de Paris 4 Sorbonne, de pouvoir pleinement avoir les informations. Et l'après-midi sera également, auront lieu durant l'après-midi des conférences sur le monde de l'édition et de l'audiovisuel. Voilà. Avant de donner la parole à monsieur Guillaume Robert, donc directeur littéraire chez Flammarion, qui sera notre médiateur ce soir, on aimerait simplement remercier quelques personnes qui nous ont aidés jusqu'à maintenant et qui, j'espère, nous aideront durant toute l'année. Donc déjà, monsieur Atik Raimi, notre parrain, qui a généreusement accepté de parrainer le Master Audiovisuel Édition. Donc, juste par information, je vous fais part du fait que son ouvrage Signé Sabour, qui est concours 2008, a été réédité chez POL et chez Folio cette année. Également, je souhaiterais remercier la faculté qui nous a permis d'avoir des locaux aussi agréables pour cet événement. Le service culturel pour les affichages et pour son aide au niveau du matériel, le service audiovisuel donc également. Et simplement pour vous annoncer que donc, ce soir l'événement sera enregistré et donc sera mis sur nos différents réseaux sociaux, sur le site, sur Facebook et sur Twitter. Donc j'en profite pour vous dire que l'événement sera live tweeté ce soir, donc à #agent au singulier. Voilà, donc n'hésitez pas à y déposer votre petite phrase. Voilà, mais écoutez, je vous remercie et puis je passe tout de suite la parole à M. Robert. Donc bonsoir à tous et merci d'être là si nombreux. Alors on va faire attention à ce qu'on dit avec toutes ces histoires de réseaux sociaux et de Twitter. Alors on va d'abord peut-être présenter nos invités qui ont eu la gentillesse d'être présents un vendredi soir avec des semaines très chargées, j'imagine. Donc c'est la journée de la femme, donc honneur aux dames peut-être. Béatrice Duval, vous êtes actuellement la directrice générale des éditions de Noël. Vous nous racontez en vitesse un petit peu votre parcours, toutes les maisons que vous avez connues peut-être. Oui, puis mon parcours qui est que j'étais pas du tout faite pour être dans l'édition parce que j'ai un bac. Voilà, donc comme quoi tout le monde peut y arriver. Et j'ai commencé en étant lectrice. Lectrice, alors je ne sais pas si vous voyez tellement ce à quoi ça correspond. Racontez-nous. Non, enfin je sais pas à quel niveau, enfin si vous connaissez vraiment. Dans l'édition, on reçoit des tonnes et des tonnes de livres et de manuscrits. Évidemment, les éditeurs n'ont pas forcément le temps de tous les lire. Et on travaille avec des lecteurs extérieurs qui viennent tous les 10-15 jours, auxquels on confie des livres, qui les lisent chez eux et qui viennent nous faire un rapport de lecture. Donc moi j'ai commencé comme ça en extérieur et dans quelle maison ? J'ai lu, l'édition j'ai lu. J'ai fait une candidature spontanée. Et il n'y en a que 2 qui m'ont répondu, les éditions des femmes, les éditions J'ai lu, et voilà, je suis allée chez J'ai lu. Comme quoi c'est possible, quoi. Et puis petit à petit, j'ai fait lectrice de 3 ans, il y a une idée de collection que j'ai apportée, on m'a dit oui, allez-y. Et au fur et à mesure, il y en avait une autre. De mi-temps, je suis passée à plein temps, à 3/4 temps, après à plein temps, pour dire que quand même on rame. Et puis petit à petit, je suis devenue éditrice, et donc j'ai fait J'ai lu, après je suis partie au Fleuve Noir. Après, je suis partie chez Calman Lévy, après aux Presses de la Cité, maintenant chez De Noël. Alors, je pique le micro 2 secondes. Souvent, on vous présente justement comme celle qui a introduit la cheap lit en France. Alors, est-ce que c'est une info, une intox ? En tout cas, c'est tout un travail avec les agents. Vous allez nous raconter, je fais un peu de teasing. Justement, le travail avec l'agent, donc c'était Boris Hoffman, et je m'intéresse à ce livre. Alors la cheap lit, en fait, c'est un concept marketing. Après, il suffit, c'était juste une idée. Grosso modo, c'était la littérature féminine un peu modernisée, un peu drôle et un peu péchue. Et en fait, ma réflexion à moi, c'était le succès de Sex and the City, la série télévisée, où en fait, il y avait 4 filles qui parlaient de façon assez cash entre elles sur les histoires d'amour et de sexe.
Et je trouvais ça très drôle parce que ça nettoyait un peu les histoires sentimentales un peu cucu. Et donc de cette démarche-là, je lis Le diable s'habille en Prada. Je parle à l'agent qui me dit quoi, tu veux ce truc-là? Je dis bah oui, pourquoi pas. Il me dit mais tous les éditeurs français vont refuser, pourquoi t'en veux? Bon, je me dis bon, je fais peut-être une belle bêtise. Je dis pourquoi les autres n'en veulent pas? Et ils me disent les autres n'en veulent pas parce que ça parle de la mode aux États-Unis et il n'y a aucun Français qui va s'intéresser à ça. Et je trouve que la raison était tellement pas valable que je dis bah écoute, moi non, moi ça m'intéresse quand même. 3 600 €. Une du beau, si ça t'amuse. C'était l'affaire du siècle. Ouais. Alors justement, vous avez dit la phrase clé, à savoir l'agent m'a dit. Alors peut-être qu'on va présenter justement, nous avons la chance d'avoir 2 agents, on va continuer toujours, hein, c'est toujours la journée de la femme, hein, désolé. C'est une fois par an seulement. L'Ordre Péché est agent littéraire, vous avez fondé avec Pierre Astier une agence. Donc est-ce que pareil, vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours et la particularité peut-être de cette agence littéraire? Alors, bon, c'est pareil, je pense que je n'étais pas au départ faite pour être agente et que je n'ai pas été formée du tout pour ça. J'ai fait des études un petit peu de droit quand même, ce qui m'a bien aidé, ce qui continue à bien m'aider aujourd'hui, mais surtout des études de lettres classiques et de philologie et linguistique byzantine. Donc vous voyez, on est loin de la littérature contemporaine. Et de traduction littéraire aussi, j'ai fait 2 années de traduction littéraire à Athènes. Et puis quand je suis rentrée en France, j'ai commencé à travailler dans l'audiovisuel, essentiellement sur de lecture et réécriture, travail sur des scénarios. Et puis c'est comme ça que je suis rentrée au Serpent à Plume, où Pierre Astier, donc était à l'époque, qui était le fondateur du Serpent à Plume et directeur éditorial du Serpent à Plume, m'a dit est-ce que tu veux pas t'occuper des sessions de droit? J'en avais un peu assez de l'audiovisuel et l'édition. Vous pouvez expliquer ce que c'est les sessions de droit? Voilà, donc je me suis occupée d'abord, donc au départ c'était pour s'occuper des sessions de droit audiovisuel, donc de chercher des producteurs ou des réalisateurs intéressés par des adaptations d'ouvrages publiés au Serpent à Plume. Et puis de là, il m'a dit mais est-ce que tu veux pas aussi t'occuper des poches? Donc j'ai dit bon, très bien, je vais m'occuper des sessions de poche, donc aller trouver les éditeurs de poche, y compris j'ai lu, pour leur présenter voilà, les titres du catalogue et leur demander s'ils pouvaient acheter les droits de publication en poche. Et après il m'a dit mais tu veux pas maintenant t'occuper des droits étrangers? Donc je me suis formée à la section de droit étranger, donc aller trouver des éditeurs partout dans le monde pour acheter les droits de traduction. Et puis après, en dernier, je me suis occupée de la collection de littérature étrangère. Et voilà. Et puis, donc après, est arrivée l'agence. Et c'est vrai que l'agence, elle porte le nom de Pierre parce que c'est au départ et depuis toujours une idée de Pierre. Et c'est la première chose qu'il m'a dit d'ailleurs quand je suis arrivée au Serpent. Il m'a dit est-ce que tu ne veux pas penser à la création d'une agence littéraire parce que la France a besoin d'agents littéraires. Et pourquoi est-ce qu'il disait ça? Et pourquoi est-ce que ça a été une idée fixe? C'est parce qu'en tant qu'éditeur d'auteurs très loin, originaires de contrées lointaines par rapport à Paris, et je ne parle pas que de la province, parce que la Corrèze, par exemple, c'est très loin de Paris en matière éditoriale. Malheureusement, on parlait là d'Afrique du Nord, des Caraïbes, de l'océan Pacifique, et il s'est dit, mais tous ces auteurs qui n'arrivent pas à se faire publier à Paris, je ne peux pas tous les publier, ils ont besoin de personnes pour les introduire dans l'édition parisienne. Et une des grandes idées de l'agence, ça a été ça. Il y en a eu d'autres, et c'était une époque aussi où en Allemagne et en Italie, en Espagne, de plus en plus d'éditeurs passaient de l'autre côté et devenaient agents, et lui ont dit, à très juste titre, je pense que le métier de l'édition et les concentrations et les contraintes économiques devenaient telles qu'on n'était plus libre, de moins en moins libre quand on était éditeur, et que si on voulait rester libre, il fallait devenir agent. Et ça, il l'a très bien entendu. Et puis, bon, la fin du Serpent à Plume a fait aussi qu'il y a eu des catastrophes juridiques. Je ne sais pas si on rentre dans les détails techniques, à savoir qu'il y a des auteurs du Serpent à Plume qui se sont retrouvés absorbés par un autre catalogue, et en particulier des auteurs, et on peut le citer à titre d'anecdote, une auteure irakienne par exemple qui s'appelait Inam Kashashi, donc avec un nom qui commence par K,
qui s'est retrouvée, qui était une dissidente irakienne qui avait fui le régime de Saddam Hussein, qui s'est retrouvée par le fait des absorptions de maisons dans le même catalogue, juste au-dessus, oui, de Saddam Hussein. L'éditeur avait eu la bonne idée de publier la poésie de Saddam Hussein. Quand elle est rentrée dans son pays après la chute de Saddam, elle s'est fait lyncher, on l'a traité de collabo. Donc il s'est dit, là il y a un problème avec les contrats aussi. En France, les auteurs ne sont pas suffisamment protégés lorsqu'ils Il faut des agents pour les accompagner. Voilà, exactement. Donc voilà, plein d'idées. Alors justement, pour parler et continuer et finir notre tour de table des présentations, François Samuelson, je dirais l'agent des stars, la star des agents, je ne sais pas comment vous présenter. Racontez-nous justement peut-être un petit peu votre parcours. Vous avez notamment fondé le bureau du livre français à New York, vous avez travaillé chez Armédia. Vous avez la particularité de vous occuper aussi bien de comédiens que de grands écrivains, vous êtes notamment l'agent de Michel Houellebecq. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment on devient agent ? Je crois qu'on devient agent par accident, puisque dans aucune nomenclature de l'édition, ce métier existe. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il soulève l'enthousiasme des éditeurs, même si j'exerce depuis 20 ans. Je ne crois pas être une star, simplement je crois avoir eu le privilège d'être le premier à commencer à présenter des écrivains français. Il existe toujours un certain nombre d'agents littéraires à Paris qui sont en réalité des sous-agents d'agents américains, principalement. Je simplifie pour aller vite. Mais le métier qui consiste à représenter des écrivains français existait peu et existe toujours très peu. Donc, en gros, si vous avez une bonne formation juridique, le sens de l'à-propos, l'amour de la littérature, je pense que c'est un champ extrêmement large. Comment je suis arrivé là par les hasards de la vie. Pour aller très rapidement, j'ai une partie de ma famille qui est américaine. En allant à plusieurs reprises aux États-Unis, je constatais une anomalie, à savoir qu'il y avait très peu de livres français contemporains traduits en langue anglaise et disponibles pour le public américain. Ça, je vous parle de quelque chose dans le début des années 80. Et je devais faire une interview avec Truman Capote, et je parlais avec un gars dont j'ignorais la fonction, et qui s'appelait Alan Schwartz, qui était avocat, mais aussi l'agent de Truman Capote. Et c'est ainsi que j'ai découvert que les écrivains américains, avaient des agents. Donc après, c'est un peu une sorte de syllogisme, et le fil à couper le beurre, on disait à Paris à l'époque qu'il n'y avait plus de littérature française. Le paradoxe étant que les gens qui produisaient des livres expliquaient qu'il n'y avait plus de littérature. C'est à peu près comme si Michelin vous dit que les pneus qu'il fabrique sont pourris. Donc, et ça voudrait dire aussi que les personnes qui disent ça avaient lu tous les livres de l'année de chaque année. Ce qui, Béatrice disait un peu plus tôt, les éditeurs peuvent pas lire tous les manuscrits. Je vous garantis une chose, c'est que les éditeurs n'ont sûrement pas le temps de lire l'intégralité de leur production. Donc une fois qu'on a dit tout ça... Allez, en tweet, là, ça commence. Vous pouvez y aller, hein, mais là j'enfonce des portes ouvertes. Ouais. Hein, il n'y a aucune révélation particulière. Donc à partir de là, je me suis dit, plutôt que de râler, ce qui est un sport français assez développé, fondons une agence commune à l'édition française, je précise bien à l'édition française, à New York, pour céder les droits aux éditeurs américains en employant leur méthode, fil à couper le beurre. Donc vous pouvez imaginer qu'une telle initiative, comment elle a été accueillie, on pourrait croire à bras ouverts, pas du tout, tous les éditeurs étaient à peu près contre. Donc je vous fais grâce des détails parce que j'ai monté l'agence dont on me garantissait qu'elle ne durerait pas 3 mois. 30 ans après, elle existe toujours. J'ai passé 7 ans aux États-Unis, enfin à New York, c'est très peu les États-Unis, hein. Et je suis rentré ensuite en France, et voulant continuer ce métier d'agent littéraire que j'avais découvert et pratiqué, donc ayant une certaine expérience,
Je me suis dit que j'étais courageux mais pas suicidaire, connaissant les éditeurs de l'intérieur, c'est-à-dire ayant travaillé dans les cuisines, qu'il valait mieux que je le fasse au sein d'une grande agence artistique, puisque certaines des grandes agences littéraires de New York, à savoir ICM et William Morris, sont originellement des agences artistiques. La différence entre les États-Unis et la France, c'est que les États-Unis sont un peu plus grands et que les agences artistiques sont à Los Angeles, les agences littéraires sont à New York, et donc à Paris, tout est à Paris. Donc je suis rentré chez Armédia pour m'occuper de la littérature générale. Et au fur et à mesure, je me suis mis à représenter des scénaristes puis des metteurs en scène. Et ayant à l'intérieur de l'agence la réputation usurpée d'intellectuels, on me recollait tous les metteurs en scène prétendument intellectuels. D'où ma représentation depuis 20 ans d'Alain Resnais. Et à partir de là, quelques années plus tard, j'ai monté ma propre agence et la saga continue. Est-ce que vous pourriez nous définir le métier d'agent, justement, pour nos étudiants là, qui n'ont pas forcément eu affaire à un agent, nous dire concrètement quel est le quotidien? Je poserai bien sûr après la même question à Laure. Je dis souvent, et je le répète parce que je le pense, un agent littéraire, comme d'ailleurs un agent artistique, c'est un compagnon de route. C'est quelqu'un qui accompagne un artiste dont le talent qui consiste à écrire des livres n'est pas forcément celui de s'occuper de ses affaires. En partant de ce constat et d'un autre constat simple où l'éditeur, lui, est un entrepreneur qui tient une société commerciale qui doit faire des bénéfices, puisque sinon, par définition, il n'aurait plus pignon sur rue. Il peut mener ce métier par amour du métier, et je dirais c'est la grande majorité, mais pour autant, il a un avantage sur l'auteur, et tout le débat sur le livre numérique du moment nous le démontre. Il est lui organisé, il a un syndicat patronal, enfin vous voyez ce que je dis, on est dans un rapport, je dirais, de prolétaire à dirigeant. Donc à partir de là, vous accompagnez des auteurs, vous construisez, quand vous êtes agent et que vous avez un certain goût, comme le disait Laure par rapport aux auteurs africains, vous faites les choses aussi par rapport à vos goûts, mais pas exclusivement, parce que là, ça serait nous faire croire qu'on est au pays des bisounours. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est quelqu'un qui accompagne un écrivain, l'artiste, et qui, du mieux qu'il peut, en fonction d'un rapport de force, puisque toute discussion de contrat est un rapport de force, fait que vous vous retrouvez je dirais, à négocier et faire des contrats pour vos clients. Aussi bien financièrement qu'artistiquement, en fait, voilà, pour définir... Non, je n'ai pas la prétention de faire des choses artistiquement. Je veux dire, l'artiste est celui qui produit l'œuvre. L'agent, selon ma conception, on peut ne pas partager, n'a pas pour vocation de remplacer l'éditeur, celui qui travaille sur le manuscrit avec l'écrivain. Alors, il y a eu des tas de papiers, de dossiers où les éditeurs expliquaient non, l'agent il devrait être l'éditeur. Enfin, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne pratiquent pas un métier, mais qui vous expliquent comment vous devriez faire le métier que vous pratiquez vous. Mais bon, les caravanes passent, les chiens. Donc, vous défendez les gens pour lesquels vous travaillez, et ils ne viennent pas vous voir par amitié, ils viennent vous voir parce qu'ils vous donnent 10% de leurs revenus, ce qui ne veut pas dire que ça leur coûte 10%, puisque vu les impôts, ça leur coûte 5%, et ils vous demandent de leur procurer un service qu'ils ne savent pas ou ne veulent pas faire. En soi, c'est d'une simplicité biblique. Tous les métiers artistiques, on trouve normal qu'il y ait des gens qui représentent ces personnes. Il n'y a que dans l'édition française que ça a l'air de provoquer tant de... Les choses changent quand même, non? On va en parler. On va essayer de faire une liste de plus de 10 agents littéraires français en France, on va avoir du mal.
Alors justement, Laure, est-ce que vous avez la même conception de ce métier? Est-ce que vous le pratiquez, selon vous, un peu de la même manière que François Samuelsson? Je pense que globalement, oui, on a la même idée. Peut-être qu'on est plus jeune, donc on est encore un peu plus idéaliste. Peut-être que quand on aura 30 ans d'expérience, on le sera moins. Pour moi, le métier d'agent, enfin en tout cas tel que je le pratique et tel qu'on le pratique avec Pierre depuis 7 ans maintenant, je le définirais comme un métier de super technicien, c'est-à-dire quelqu'un qui est de l'édition, qui est capable d'intervenir dans n'importe quelle étape du processus. C'est-à-dire que contrairement à vous, c'est vrai que nous on intervient sur la phase texte, c'est-à-dire qu'on travaille avec les auteurs. Donc vous accompagnez l'auteur oui, bien sûr. Oui, sur le manuscrit. Oui, absolument. Voilà. Alors jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'on ne dépossède pas du tout l'éditeur, c'est-à-dire qu'à un moment donné où avec les auteurs on dit stop, après on présente le manuscrit et c'est à l'éditeur aussi de se l'approprier, de le travailler. Mais il est évident qu'on fait un travail avec des auteurs, y compris de jeunes auteurs, il y en a ici parce qu'on a aussi créé des ateliers d'écriture justement, donc on les accompagne, et y compris aussi avec des auteurs chevrotés qui nous présentent les manuscrits et sur lesquels on intervient à titre de conseiller. Donc c'est vraiment toutes les étapes, c'est évidemment l'étape conception littéraire, il y a l'étape donc du contrat et de la négociation qui est très importante parce que les contrats deviennent de plus en plus compliqués et puis que surtout il y a une multiplication des contrats à cause de la multiplication tout simplement des exploitations. Et puis on peut aussi intervenir au stade de la promotion et de la commercialisation, non pas du tout en tant que gendarme, et c'est ce qu'il faut toujours expliquer aux éditeurs qui ont peur par rapport à l'éditeur, mais, et là peut-être justement, Béatrice en parlera parce que c'est très important, quand il y a un problème entre l'éditeur et l'auteur, et que l'auteur ne veut pas intervenir parce qu'il dit moi je ne veux pas être celui qui râle, je ne veux pas, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas un article dans la presse, je ne comprends pas pourquoi mon livre n'est pas en librairie, etc. Parce que les auteurs ne comprennent rien à l'édition, il faut être clair. Ils sont les moins formés, ce sont ceux qui écrivent, mais ils sont les moins formés. Donc on est là pour dire ne t'inquiète pas, prendre notre téléphone et essayer d'expliquer à l'auteur aussi ce qu'il ne comprend pas et que l'éditeur n'a pas forcément le temps de lui expliquer. Donc l'agent est un médiateur en fait, c'est un peu moi ce soir. Voilà, exactement. Et je dirais que ça va même au-delà. Je prends 6%. C'est que justement vous parliez des débats sur le numérique et je pense qu'on va y revenir, mais donc là il y a un accord qui est intervenu cette semaine. On a demandé, et là vraiment on s'est inspiré de l'expérience des agents américains et anglais qui ont toujours été très présents dans les débats sur le droit d'auteur, c'est qu'on est intervenu directement au ministère et auprès de M. Cirinelli qui a été en charge de la mission, donc vous avez peut-être suivi, en tout cas dans le cadre du master, pour être écouté. Et on a eu une réunion de travail justement avec M. Cirinelli et Mme de Carvalho pour faire partager notre expérience du contrat d'édition, de la relation auteur et éditeur, et lui apporter un point de vue que les syndicats d'éditeurs évidemment n'allaient pas apporter et que les syndicats d'auteurs non plus n'allaient pas apporter. Et je trouve que là, l'agent, il a son rôle à jouer dans les discussions contemporaines sur l'évolution du droit d'auteur et du code de la propriété intellectuelle, évidemment. Alors dans toutes les discussions aussi sur ce métier, moi j'ai une question pour Béatrice. Vous qui publiez chez De Noël aussi bien de la littérature française que de la littérature étrangère, y a-t-il une différence justement entre l'agent américain et l'agent français tel qu'il essaye, tel que ce métier s'installe peu à peu en France aujourd'hui, mais avec difficulté comme a l'air de penser François Samuelsson. Donc est-ce qu'il y aurait une différence entre ces deux types d'agents ou est-ce que pour vous c'est la même chose ? Dans les agents, François Samuelsson en a parlé un petit peu au début pour que vous compreniez. Nous on dit agents littéraires, mais il y a à la fois les agents littéraires comme en parle Laure Péché, et il y a aussi ce qu'on appelle les sous-agents. Donc nous, quand on travaille avec les Américains, on travaille en fait assez rarement en direct avec les agents américains, et les agents américains, mais tous les autres, sont représentés en France par des sous-agents. Donc il y a grosso modo 4 ou 5 sous-agences en France, et qui représentent donc des éditeurs, mais chinois, américains, scandinaves. Et là, la valeur ajoutée de ces sous-agents, c'est théoriquement de mieux connaître le marché français. Et par exemple, un auteur très littéraire chilien, s'il veut se vendre en France, il aura besoin du sous-agent qui lui dira s'il vaudrait mieux que tu ailles vers telle ou telle maison d'édition.
Donc c'est déjà une partie de sa valeur ajoutée, et l'autre partie de la valeur ajoutée, c'est théoriquement aussi de négocier au mieux les intérêts de l'auteur. Donc ça, c'est les sous-agents qui ont une façon de travailler bien particulière. Et après, il y a les agents français, comme en parle Laure, qui interviennent sur le texte, qui accompagnent l'auteur, ou les agents comme vous, qui l'aident dans la négociation exclusivement. Et moi, à mon avis, la façon dont je le vois, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, édition, il ne faut quand même pas perdre de vue qu'on est une entreprise commerciale et qu'on doit gagner de l'argent. Je sais que c'est mal élevé, mais quand même, si on veut avoir un salaire à la fin du mois, on doit gagner de l'argent. L'auteur de l'autre côté de la chaîne, lui, il a livré son œuvre, son bébé, ses tripes, un truc chargé émotionnellement. Et le fait est qu'on ne parle pas toujours le même langage. Et moi, je pense aussi que vous êtes le traducteur d'une charge émotionnelle énorme qui fait que l'auteur ne peut pas entendre certaines choses. Et nous, on est bien obligé d'avancer. Et moi, je n'ai aucun problème avec les agents quand ils font leur boulot intelligemment. Dernièrement, j'avais un auteur français qui avait écrit quelque chose qui me plaisait beaucoup et qui me dit « c'est génial, c'est formidable, j'ai tout à fait compris mon bouquin, je vais vous faire moi-même la couverture ». Je dis « ah ben voilà, on est mal barré parce que chacun son métier, il sait écrire mais il ne sait pas faire une couverture ». Et j'arrivais pas à lui expliquer que sa couverture était vraiment nulle, enfin j'arrivais pas. Il y avait un agent, je me suis dit « mais après tout, les 10% de l'argent vont bien servir à quelque chose ». Et je dis à l'agent cash, moi sans prendre de gants, sa couverture elle est nulle, convainc-le qu'il est auteur, qu'il laisse à chacun faire son métier et débrouille-toi pour lui faire accepter la couverture que moi j'ai décidé qu'on ferait. Et finalement, l'agent, il avait une vraie valeur ajoutée, il a géré le problème, il l'a traduit dans le langage qu'il voulait, et là où il y avait un truc très émotionnel, et voilà, bon, il y a un intermédiaire qui fait que moi, ce que j'ai dit cash, lui, il a traduit, et on est arrivé exactement au résultat qu'on voulait, les uns et les autres. L'agent lui a expliqué, et les bons deals sont les deals gagnant-gagnant. Donc, moi, je suis contre les agents si jamais je dois perdre tout et ils gagnent tout, mais si c'est 50-50, théoriquement, si on est intellectuellement honnête, on devrait pouvoir s'entendre et s'expliquer nos contingences et celles de l'auteur, et ni nous gruger les auteurs, évidemment, et on a besoin aussi gagner de l'argent. Bon, je pense que normalement, on doit arriver à mi-chemin les uns et les autres. Alors justement, j'ai une question pour François Samuelson, c'est finalement, ça peut être une solution formidable, l'agent, donc pourquoi c'est si difficile en France? Pourquoi les éditeurs sont finalement si réticents? J'ai l'impression, Oui, je voudrais juste dire un mot sur le travail pour les auteurs. Vous disiez que je représente Michel Houellebecq, je ne me vois pas en train de dire à Michel Houellebecq que son texte, ça ne va pas. Non mais, oui, non. Il faudrait placer les choses dans le contexte. Pour ce qui concerne la raison, il faut poser la question aux éditeurs. J'ai rien à dire là-dessus. Je ne vais pas me mettre à défendre ou à combattre ce que pensent les éditeurs, j'en sais rien, c'est à eux de dire. Moi, je peux répondre, mais ce n'est pas moi qui vais dire ce que pensent les éditeurs. Moi, je pense que d'une part, on est très très conservateur, donc tout changement dans l'édition, on commence déjà à hurler que ça fait mal, donc déjà c'est un principe. Et puis ensuite, je pense que pas mal d'éditeurs un peu à l'ancienne pensent qu'ils sont les mieux placés à tort, je pense, qu'ils sont les mieux placés pour discuter avec l'auteur de ce qu'ils veulent faire, et ils conçoivent effectivement l'agent comme un semeur de troubles, un empêcheur de tourner en rond, et peut-être un empêcheur de discuter tranquillement avec l'auteur des conditions financières. Enfin, je ne sais pas si c'est pareil, si je suis sur Twitter, je vais me faire allumer, mais il y a quand même des contrats, effectivement, où le côté gagnant-gagnant, ça n'a pas toujours été vraiment respecté. Donc après tout, que les auteurs se mobilisent, se défendent et voient leur intérêt, moi, ça ne me paraît pas aberrant. Et je comprends tout à fait que ce soit tellement compliqué qu'ils aient ni le temps, ni les connaissances pour pouvoir discuter de contrats. Et notamment avec le numérique, où tout évolue tout le temps. Des gens qui savent et qui font leur boulot intelligemment, on en a toujours besoin. On peut dire qu'il y a en réalité deux époques. Il y a la grande époque, celle du libraire devenu éditeur. Et si vous lisez les correspondances entre auteurs prestigieux et éditeurs qui sont absolument savoureuses et qui malheureusement risquent de disparaître avec l'apparition du numérique, c'est par exemple, je recommande chaudement la correspondance entre Céline et Gaston Gallimard. C'est un livre comique. Je veux dire, Céline est drôle, vous mourrez de rire. La correspondance avec Gaston, c'est de lui demander de l'argent. Il ne fait que cela. Et d'ailleurs, à un moment, il l'appelle au sublime coffre-fort. Donc, non mais c'est vraiment très très drôle à lire. Une fois qu'on a dit cela, on est en train d'entrer,
et là pour le coup, à cause ou grâce à la mutation du métier d'éditeur, avec l'entrée dans l'ère du livre numérique. Et on a une illustration avec le débat qui dure depuis quelques années maintenant autour du livre numérique, dans la discussion conflictuelle, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, qui s'est établie entre le Conseil permanent des écrivains qui regroupe une kyrielle d'organisations d'auteurs et le syndicat national de l'édition qui représente évidemment les intérêts des entreprises d'édition. Je précise parce que je fais le distinguo entre l'entreprise et les éditeurs personnes physiques. Pour aller rapidement, quand je me suis posé cette question il y a quelques années, puisque je peux partir que de l'expérience, puisque c'est ce qui est le plus, je crois, parlant. J'étais allé, j'avais fait un tour du propriétaire, CSGDL, ministère de la Culture, etc. Et tout le monde me renvoyait à la commission Théodule qui était en train de discuter de tout cela. Moi, je dis attendez, je suis désolé, je fais de la tuyauterie, j'ai besoin d'établir un contrat. Bref, on était dans un no man's land et j'ai fait mon propre contrat qui disait quoi? Qui disait plusieurs choses qui respectent le code de la propriété intellectuelle et qui tenaient compte de la réalité. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que c'est un marché qui, en France, aujourd'hui, est 1,5%, c'est-à-dire rien du tout. Ce n'est significatif que pour une maison d'édition, puisqu'elle, elle travaille sur les grandes masses. Donc, elles ont tous les auteurs, mais si vous faites la ventilation par éditeur, c'est des queues de cerises. Donc, on est en train de parler pour ne rien dire. Sauf que, dans le métier que je pratique, il faut anticiper. La question que je me posais, c'était comment peut-on signer pour la durée de la propriété intellectuelle des droits numériques dont on ignore absolument au jour d'aujourd'hui ce qu'ils seront. Deuxième question que je me posais, comment peut-on parler des supports pour la durée de la propriété intellectuelle alors que ces supports sont dégradables? C'est-à-dire que si vous avez mis il y a 10 ans des photos sur un CD ou un DVD ou je ne sais quoi, dépêchez-vous de les mettre dans un autre disque dur et tous les 7 ans de les transborder d'un support à l'autre parce que ça disparaît. Donc, on parle de livres numériques avec des fichiers, etc. Très bien. Donc à partir de là, je me suis dit, l'éditeur est mon partenaire, je n'ai pas d'opposition de principe, c'est un métier qui va muter, donc je crois que ce qui serait bien, c'est un débat entre moi et moi, là, enfin avec les gens dans mon agence, on va établir un contrat pour une durée de 3 ans ou 4 ans qui dit simplement, nous sommes d'accord pour garder les pourcentages papier, je vais y revenir, nous sommes d'accord pour vous octroyer une licence pendant quelques années avec une clause de revoyure, et nous interdisons plusieurs choses, c'est-à-dire la modification du texte sur les fichiers numériques, la possibilité de faire des best-of comme ça se fait pour la musique, parce que ça aussi c'est un des dangers, et je ne vais pas tout vous énumérer parce qu'on va y rester des heures. Pour revenir à cette question, l'idée était donc de dire, aujourd'hui un livre, 50% pour aller vite, est consacré aux libraires, aux diffuseurs, aux distributeurs, aux manutentionnaires, aux camions, au papier, à l'essence, aux libraires, et tout ce que vous voulez, tout ça disparaissant avec le numérique. Il y a certes une part qui reste de coût pour l'éditeur, largement aidé par le grand emprunt, ce qu'ils oublient de vous dire, et une fois qu'on a dit ça, on devrait dire donc logiquement, si un auteur touche 15%, il devrait donc toucher 30%. Enfin, je veux dire, c'est l'arithmétique, il n'y a pas besoin d'être médaille Fields pour dire ça. Sauf que quand vous dites ça, vous avez l'impression que vous avez violé quelqu'un. Je veux dire, tout d'un coup, on vous regarde en disant « le gars est fou ». Donc je ne vois vraiment pas pourquoi il est fou, pourquoi je serais fou. Puisque le danger, c'est quoi? C'est qu'Amazon vient et dit « moi, je vous donne 80%». Donc il y a une logique, aujourd'hui, dans la position des éditeurs qui, moi, me surprend, parce que nous avons des éditeurs qui, en réalité, en défendant le principe léonin, qui consiste à dire « je vais garder dans un fichier numérique l'œuvre de l'auteur, je n'aurai donc plus besoin de m'emmerder à le garder dans un hangar avec le risque qu'il soit périmé. Et du coup, la notion de propriété littéraire
s'évanouit, puisque nous avons un éditeur qui devient tout d'un coup l'artisan d'un passage sournois de la situation qui prévaut en France, c'est-à-dire celle de la propriété intellectuelle, celle du droit moral et donc de l'exception culturelle, et qui de manière insidieuse est en train de passer dans le système du copyright, ce qui est un paradoxe. C'est mon analyse. J'espère que je me trompe, mais c'est ce que moi je vois. Et donc, dans un premier temps, et c'est là où tout à l'heure je vous parlais de rapport de force, quand vous venez et que vous dites à Flammarion, on va faire le numérique pour Houellebecq, ils sont tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez avec un auteur qui est, je dirais, moins significatif, c'est compliqué. Donc c'est cette espèce de loi du talion que je trouve exaspérante chez certains éditeurs. Je ne suis pas en train de dire que tous les éditeurs c'est pareil, c'est pas ça. Mais il n'empêche que depuis la dernière présidence du syndicat national d'édition, le débat s'est beaucoup raidi. Et aujourd'hui, on est dans une espèce d'omerta générale. Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu l'accord qui a été passé, mais l'accord qui a été passé, s'il ne me convient pas, je continuerai à faire ce que je fais aujourd'hui, indépendamment de cet accord. C'est-à-dire à refuser les droits numériques de Houellebecq? Non, non, je les ai tous, Flammarion à tous les droits numériques. C'est-à-dire que je suis justement un bon camarade. J'ai même récupéré les droits numériques chez d'autres éditeurs, Lovecraft, l'extension de domaine de la lutte, parce que nano et numérique. Donc, pour que justement son œuvre numérique soit rassemblée au terme d'un accord qui se prolongera, et c'est pas moi qui me substitue à l'auteur, si Houellebecq décide que tout ça lui convient, eh bien j'exécuterai ce qu'il me demande. Je ne suis pas là non plus pour remplacer mon client, si j'ose dire. Alors justement, on parle beaucoup de numérique, j'ai l'impression que ce métier aussi d'agent évolue avec justement ces questions du numérique. Donc Laure, est-ce que justement dans votre agence, vous avez l'impression que de nouveaux auteurs sont venus pour que vous les aidiez à affronter finalement ces nouveaux contrats ou ces nouvelles négociations? Non, je dirais qu'on n'en est pas encore tout à fait là parce que les auteurs, enfin pour certains oui, en tout cas pour... on va dire pour la loi, par exemple, sur les œuvres indisponibles, qui pose beaucoup de problèmes, mais là, on ne va pas rentrer dans les détails techniques non plus, et pour les backlists de tous ces ouvrages non exploités que les auteurs aimeraient voir réexploités. Aujourd'hui, oui, les auteurs ont des revendications, oui, on a des auteurs à l'agence, en particulier Gilles Rosier et Hervé Letellier, qui ont fait partie des auteurs qui sont montés au créneau pour réclamer de leurs éditeurs un geste, et ils n'ont rien eu, voire bien au contraire. Les éditeurs ont mis un point d'honneur à ne rien leur accorder en ayant peur. J'ai rendu ces droits numériques à Gilles Rosier. Oui, tout à fait. Oui, non, je parlais pas de ça. Non, je parlais sur des contrats. Non, je parlais pas. Oui, des backlists, absolument. Non, tout à fait. On n'est pas forcément toujours borné, quoi. Non, pas du tout. Si on peut pas le faire, je trouve ça normal de laisser faire à d'autres. Sur les contrats qu'on était en train de négocier, moi je dirais que là, plus que le numérique pour nous, comme agence internationale, ce qui pose problème, c'est l'internationalisation, plus que le numérique qui aujourd'hui est encore minime. Nous, on participe au débat parce que techniquement, on est obligé. Voilà, international, et nous, si on rencontre, on va dire, un problème avec les éditeurs et que les éditeurs préfèrent traiter directement avec les auteurs, voire viennent nous piquer des auteurs, c'est surtout parce qu'en tant qu'agence internationale, on s'occupe nous-mêmes de l'intégralité des droits des auteurs. Et là, on est dans une spécificité française qui probablement ne vous a pas échappé, c'est-à-dire qu'en France, un auteur, quand il va chez un éditeur, il cède l'intégralité de ses droits à son éditeur, et on est pratiquement le dernier pays au monde qui fonctionne encore comme ça. De ses droits pour tous les pays. Pour l'intégralité des pays, pour l'audiovisuel, pour tout. Et c'est vrai que nous, en tant qu'agence internationale, on fonctionne plus comme le reste du monde, on va dire, en disant non, un auteur cède à son éditeur ce pourquoi son éditeur est fait, c'est-à-dire édité en langue française, édité en langue allemande, édité en langue espagnole, adapté pour un producteur, mais en aucun cas céder l'intégralité à son éditeur, sauf dans certains cas quand on sait qu'il y a un service de droit exceptionnel. Et là où ça coince évidemment, c'est qu'en France, l'éditeur, et là on va parler de choses qui fâchent évidemment, c'est que l'éditeur, il prend 50% traditionnellement de tous ses droits à son auteur, quand un agent n'en prend que 20%. Donc quand on est sur de gros contrats, vous voyez
la différence que cela fait, le manque à gagner pour l'éditeur et évidemment le plus pour l'auteur. Et là, on entre dans des discussions qui sont beaucoup plus sensibles parce que c'est vrai qu'il y a un manque à gagner pour les éditeurs, mais c'est vrai, de même que la durée de la propriété intellectuelle aujourd'hui est inconcevable. On ne peut plus considérer qu'un auteur cède l'intégralité de ses droits, c'est-à-dire droits de publication en langue française, en langue allemande, en langue espagnole, en langue chinoise, etc., les droits d'adaptation audiovisuelle, pour 70 ans après sa mort. On est dans des marchés... Comment ? Plus les années de guerre. Plus les années de guerre. On est dans des marchés qui sont tellement mouvants, qui sont tellement changeants, et aujourd'hui, le SNE défendra cette position. Je ne connais pas un éditeur qui, en privé, sans compter que souvent ils sont mariés à eux-mêmes des auteurs, des écrivains, etc., qui soient capables de défendre cette position et qui irait conseiller à un auteur, oui, cède pour la propriété intellectuelle, la durée de la propriété intellectuelle, l'intégralité de tes droits est à 50-50. C'est une spécificité française et je crois, voilà, il faut, les auteurs aussi, ils voyagent, ils ont des collègues, des confrères à l'étranger, ils savent comment ça se passe ailleurs, et là, ça coince. Alors moi, paradoxalement, je me suis posé cette question de la durée de la cession des droits à un éditeur, et j'en suis venu à la conclusion que ma religion sur la question, c'est qu'il fallait défendre la librairie et l'édition française. Pourquoi ? Parce qu'ayant vécu à New York pendant quelques années, où il y avait à l'époque une vingtaine de librairies indépendantes extrêmement riches, mais vraiment riches et foisonnantes, et de voir qu'aujourd'hui il n'y en a plus qu'une ou deux, l'une dans le bas de la ville, l'autre à Brooklyn, pour résumer rapidement, et qu'à la place, bon bref, il n'y en a plus. Et grâce à la loi Lang, la France a préservé un tissu de librairies indépendantes de grande qualité à travers tout le pays. Ça ne me choque pas qu'un éditeur puisse prendre les droits pour la durée de la propriété littéraire, si tant est qu'il respecte l'obligation qu'il a d'exploiter les titres régulièrement, etc. Tout le débat sur la backlist, pour aller vite, m'a paru, pour ce qui me concerne, totalement surréaliste, et c'est pour ça que j'ai refusé de participer à quoi que ce soit, parce que je disais, tous les droits, donc les œuvres orphelines du XXe siècle, on ne sait plus à qui ils sont, est-ce que les droits sont revenus à l'auteur, pas à l'auteur, aux ayants droit, etc. Il suffit d'obliger les éditeurs à supprimer une ligne dans leur contrat. Cette ligne dit, dans les contrats qui existent toujours aujourd'hui, je vous rassure, qu'au-delà de 5 ans, l'éditeur n'est plus tenu de fournir les comptes. Donc, ça paraît tellement aberrant que vous supprimez cette ligne et il n'y aura plus d'offres orphelines, puisque à partir du moment où l'éditeur est obligé de rendre des comptes à l'auteur et à ses ayants droit, parce que imaginez que les auteurs sont un peu brouillons, imaginez que quand en plus il disparaît et qu'il y a des ayants droit, ils ne savent même pas quel est le chemin pour aller jusqu'à la comptabilité auteur s'ils arrivent à la joindre. Donc, supprimer cette ligne, ça règle le problème. Bon. Mais pour revenir à ce que je disais, ça ne me choque pas de la durée de la propriété, parce que, pour la durée de la propriété intellectuelle, parce que je ne suis pas sûr que nous devons entrer dans une liberté de prédation au détriment de l'édition. Malgré toutes les différences, les engueulades, tout ce que vous voulez, tout ce qui se raconte, etc., je pense que l'édition française est une édition de qualité, qu'elle permet, en association, en osmose avec la librairie, on a le privilège d'avoir à peu près la littérature du monde entier disponible dans un temps record des pays les plus reculés du monde, et qu'il y a un moment pour aussi défendre des écrivains, mais aussi voir la réalité en face. Un autre mot pour ce qui concerne l'ensemble des droits dont parlait Laure, c'est vrai que quand un éditeur prend 50% et qu'un agent prend 10%, là encore, il n'y a pas besoin d'être une grande réflexion sur la compétition, sur la concurrence. Pour ce qui me concerne, compte tenu que je travaille aussi dans l'audiovisuel, je ne donne jamais des droits audiovisuels à un éditeur, c'est tout simplement pas son métier. Et en plus, il prend 50%. Et en plus, en grugeant l'auteur, puisque les éditeurs ont inventé une société civile de perception qui s'appelle la SELF, qui est une honte, qui n'existe que pour pouvoir prendre 50% des droits SACD des écrivains. Ça donne on pourra rentrer dans ce débat si ça vous intéresse. Béatrice, vous voulez rentrer dans ce débat ?
Non, en plus, je suis trésorière de la SELF, alors non, je ne rentrerai pas dans ce débat. Pour ce qui est des 10% et des 50%, c'est toujours pareil, il faut voir, vous êtes un petit auteur, vous laissez vos droits de cession à l'étranger à votre éditeur, oui, il va vous prendre 50%, d'abord tout se négocie, et Houellebecq ne négocie pas de la même manière que quelqu'un qui vend 1000 exemplaires. Donc voilà, après c'est des rapports de force, c'est exactement ce que disait François Samuelson. Bon, après, il faut voir aussi que effectivement, vous dites, vous êtes petit auteur, et vous vous dites pourquoi je voudrais donner 50% de mes droits à l'éditeur. Sauf que les droits à l'étranger, ça se négocie lors de 2 foires principales, à Francfort au mois d'octobre et à Londres. Il faut y être, il faut rencontrer tous les éditeurs, c'est une espèce de grand cirque où on passe notre temps à avoir des rendez-vous. Et là, c'est une occasion de trouver un débouché pour votre livre à l'étranger qui justifie les 50% d'éditeurs. Que je ne suis pas sûre. Alors, il se trouve que Laure, l'agence Pierre Astier, elle y est dans ces endroits-là où il faut être. Et donc, mais sinon, vous n'êtes pas représenté et en fait, vous n'aurez pas de débouché. Et de la même manière, quand il s'agira de trouver un éditeur à l'étranger, les éditeurs se parlent, entre nous on se parle, entre allemands, grecs, italiens. Donc il y a aussi un boulot que fait l'éditeur qui est, je parle à une de mes copines italiennes, je lui dis ah bah tiens regarde ça, enfin il y a énormément d'informations qui s'échangent. Peut-être que 50% c'est peut-être un peu beaucoup pour ce boulot-là, mais 10% s'il n'y a pas ce boulot-là, vous êtes pratiquement sûr et certain d'avoir aucun débouché sur l'étranger. Et de même sur les sessions audiovisuelles, si vous, moi j'ai des auteurs qui sont venus, qui étaient scénaristes TV et qui viennent écrire un livre. Il me dit, moi je suis scénariste TV, j'ai plein de contacts dans l'édition, dans la production, dans l'audiovisuel. Je suis mieux à même de négocier mon contrat que vous y arriverez. Eh bien, bon vent. Et dans ce cas-là, on fait un deal. Souvent, on fait, au lieu de faire 50-50, si l'affaire est apportée par l'auteur qui a des contacts, ce sera 70 pour lui et 30 pour nous. Et si c'est nous qui l'apportons, ce sera 70 pour nous et 30 pour lui. Donc je pense que tous les trucs comme ça, catégoriques, sont en général des mauvais deals. Après, on a tous intérêt aux mêmes choses. Et moi, j'ai intérêt à ce qu'un auteur fasse adapter son livre au cinéma. Je vendrai mes livres, et voilà. Et s'il est mieux placé, tant mieux pour lui. Si je suis mieux placée, tant mieux pour moi. Donc je crois que c'est là que l'agent peut intervenir. C'est qu'au lieu qu'effectivement l'auteur signe les yeux fermés, il ne comprend rien au métier, il ne sait rien de rien, effectivement, c'est bien qu'un agent lui explique. Mais je trouve en toute transparence, et par moment, il a intérêt à laisser 50% à l'éditeur. D'autres, non. Oui, mais je pense que l'argent, enfin, s'il y a une valeur ajoutée, c'est normal que ce soit rétribué. Si c'est juste l'agent, nous, quand les éditeurs sont contre les agents, il y a des agents qui sont juste ce que j'appelle la mauvaise graisse. C'est-à-dire qu'ils prennent 10% au passage, ils n'ont aucune valeur ajoutée. Ils ne rendent pas forcément service à leur auteur et nous, ils nous empêchent de travailler. Ceux-là, non. Mais quand ils font leur boulot et qu'ils ont une valeur ajoutée, oui, ça mérite rétribution et 10%, oui. Alors on a beaucoup parlé chiffres, moi il y a une question qui m'intéresse, c'est comment un auteur, justement, on a peut-être des auteurs de romans ici, de premiers romans, etc. Comment on signe un contrat avec un agent? Comment un agent découvre un auteur? Dans quel sens ça marche tout ça? Alors là c'est complètement difficile, il n'y a vraiment pas de règles. Nous on en reçoit à peu près, on va dire 3 par jour. On a un peu de mal, on est une petite équipe, on a un peu de mal à tout lire. Vous êtes combien dans l'agence? On est en permanent 2 et on en a 3 collaborateurs extérieurs. Mais en permanent on n'est que 2. Donc c'est nous qui lisons les manuscrits et voilà. Et chaque année il y a un nouveau roman ou 2 nouveaux romans, premier roman, que l'on retient à l'agence. Après, il y a tous les... Dans ce cas-là, quand vous avez un coup de cœur, l'équipe, là, vous commencez à appeler les éditeurs en vous disant c'est pour tel ou tel, pour un peu raconter comment ça se passe. Voilà, exactement. Donc, à partir du moment où on a repéré un manuscrit et un premier roman, on contacte l'auteur, on lui explique comment on travaille, on signe un mandat de représentation avec lui, et puis après, on commence, on fait la tournée des popotes, ce qu'on fait en ce moment, justement, c'est l'époque. On fait la tournée des popotes, on va chez les éditeurs et on leur parle des manuscrits. On sait exactement, en général, c'est un petit peu le plus de l'agent, c'est-à-dire que le romancier qui débute, il va envoyer 15 manuscrits papier aux 15 maisons principales de la place de Paris. Voilà, un agent, il va dire non, il va dire ton texte, et bien voilà, on va le mettre en lecture chez un tel, chez un tel, chez un tel, parce qu'on sait très bien, en fonction du style de l'écriture, qu'on aura un écho, alors il ne sera pas pris à tous les coups, mais en tout cas l'éditeur en face nous dira, ah bah oui, en effet, ça peut m'intéresser. Est-ce que vous pensez qu'un manuscrit, un auteur qui a déjà un agent sera plus facilement lu
Je pense que c'est une question que se pose pas mal de... Bon, alors ça, malheureusement, il faut dire que oui, 100 fois oui, et ça nous est arrivé même d'avoir des manuscrits de les défendre d'auteurs qui nous a dit qu'en fait, Tout le monde les avait refusés. oui, voilà, exactement. Il a dit, mais par vous, vous allez proposer un machin, il l'a déjà eu en lecture. On lui dit, t'inquiète pas, on appelle, et puis en fait, c'était jamais arrivé, évidemment, jusqu'au bureau de l'éditeur. Ce qui ne veut pas dire que les services de lecture de manuscrits des maisons d'édition sont mal faits. C'est simplement qu'on est tous dans la même situation. On a 5 000, 6 000, 7 000 manuscrits chaque année qui tournent, et eh bien, on passe tous au travers, on passe à côté de textes, tous autant qu'on est, et puis voilà, et puis de temps en temps, on a un coup de cœur, et puis de temps en temps, on passe à côté d'un texte, et les agents, comme les éditeurs, les services de manuscrits des éditeurs, les textes sont lus, alors pas entièrement, parce qu'il n'y a aucune raison de lire entièrement un mauvais manuscrit, ça il faut être clair, mais les services de manuscrits, chaque année, il y a des premiers romans qui sont publiés dans les maisons d'édition, qui ne sont pas passés par des agents, qui sont arrivés par la poste, donc c'est aussi possible. Comment ça se passe chez vous, François? C'est bien ça, pardon. Comment sont signés les artistes, les auteurs? Comme je travaille aussi dans l'audiovisuel, il y a un phénomène générationnel très fort qui joue. C'est-à-dire que comme pour les acteurs, finalement, on grandit avec les gens qu'on a rencontrés il y a quelques années. Donc, si vous voulez, la question ne se pose pas pour moi, puisque j'en représente pas. Voilà, des primo-romanciers aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années, puisque j'ai rencontré des jeunes gens qui s'appelaient Assouline, Carrère, Gian, etc. Et à l'époque, ils étaient débutants. Voilà, donc on a grandi ensemble, et le phénomène générationnel joue. C'est un esprit de famille, enfin... Oui, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps qu'avec les hauts et les bas, que ce soit avec des écrivains, des metteurs en scène, des acteurs, ce phénomène générationnel joue énormément, parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher dans, je dirais, je ne sais quel fichier ou mémoire, le cerveau à l'ancienne fonctionne toujours, quoi.